Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Stéphane Camuzzo, bonjour, de Spago BI. Bonjour. Et Ludovic Dubost, d'XWiki. Bonjour. Alors on va parler un peu de l'open source. Alors cette fois côté fabrication de logiciels. Comment on fabrique un logiciel. Alors vous êtes deux éditeurs, vous fabriquez du logiciel open source. Donc comment je dirais, vous avez fait pour construire ce logiciel, bâtir une communauté autour, parce que c'est un aspect important, je crois, dans l'open source, et puis on verra un petit peu comment vous voyez l'évolution de votre métier, entre guillemets, de constructeur de logiciels demain, aussi bien sur les aspects techniques, mais aussi commerciaux. Est-ce que la façon de vendre va évoluer ou ces modèles-là peuvent bouger? Donc, on peut peut-être commencer par Stéphano. Historiquement, ça s'est fait comment, Spago BI? C'était une bande de copains dans un coin ou Oui, alors, il faut dire que Spago BI, c'est une expérience un peu particulière, je dirais, dans le domaine de l'open source. Il est né dans le contexte d'une société qui est essentiellement un intégrateur système, donc qui est plus intégrateur qu'éditeur du logiciel. Mais vraiment, à un certain moment, on a décidé d'aborder l'open source sur un domaine applicatif qu'on maîtrisait très bien à notre interne, qui était le domaine de la BI. À l'époque, il n'y avait pas de solution complète de BI au niveau entreprise, donc on a trouvé l'espace pour faire une proposition donc aussi un peu innovante, je dirais. Et au début, l'intérêt, c'était plutôt de choisir les meilleures briques open source dans les différents domaines, les mettre ensemble, lui donner une configuration d'entreprise qui peut gérer l'homogénéité de l'interface utilisateur, la sécurité, en ayant une approche surtout orientée aux utilisateurs finaux. Donc vraiment créer des solutions qui peuvent vraiment aider l'utilisateur final. Donc avec une approche orientée projet plutôt qu'une approche orientée produit. Et c'est ça qui a un peu guidé toute la méthode et toute l'évolution des produits. Très bien. Ludovic, chez XWiki, c'est un cheminement un peu différent? Alors oui, nous, en fait, c'est moi personnellement qui ai créé XWiki. En fait, je quittais mon boulot précédent et j'avais été extrêmement intéressé par les wikis en tant qu'utilisateur. Et je me disais que c'était une solution qui était sous-évaluée, enfin qui n'était pas connue des entreprises qui travaillaient beaucoup en documentaire. Et je me suis dit, il serait intéressant d'offrir, d'apporter ces solutions. L'open source a été assez naturel en fait parce que les wikis, c'est quelque chose qui est issu de l'open source. Ouais. Tous les logiciels wiki, enfin ça a été créé en open source et ensuite il y a eu des dizaines de petits logiciels wiki différents qui ont été faits tous en open source. Et donc pour moi c'était assez naturel, ayant appris, ayant connu, ayant apprécié les wikis en open source, c'était assez naturel de me dire il faut que je le fasse en open source. Le deuxième élément, c'était que je trouvais qu'il y avait quand même un aspect très intéressant à faire du business en open source, qu'il y avait une relation entre les clients et les développeurs qui pouvait être plus équilibrée et intéressante. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose de porteur à l'open source. Donc je me suis lancé là-dedans et dès le premier jour, j'ai mis mon code en open source. C'est-à-dire que j'ai dû peut-être travailler un mois avant d'ouvrir le code. Et j'ai mis un téléchargement, la première version. Et rapidement, j'ai commencé à avoir des interactions avec des gens qui ont trouvé ça intéressant, qui ont trouvé l'approche d'XWiki intéressant, qui recherchaient des wikis en Java. Et ensuite, j'ai différencié le produit de ce qu'ils faisaient. Une des raisons pourquoi j'ai écrit XWiki, c'est parce qu'il était différent des autres wikis qui existaient, que j'estimais que les autres wikis ne répondaient pas aux objectifs que je me donnais d'apporter cette technologie aux entreprises. La facilité d'utilisation, l'extensibilité, c'était un élément très important. Et donc ce qui existait déjà ne répondait pas. Sinon j'aurais travaillé sur un autre produit éventuellement ou un autre wiki. Et donc en fait c'est comme ça que ça s'est fait. Alors après naturellement je me suis posé la question de comment on va tirer le mieux de l'open source, comment on va faire que ça fonctionne.
Et la problématique a été de dire il faut absolument travailler sur la distribution open source, faire connaître le logiciel par l'open source. À un moment donné, j'ai commencé moi personnellement à faire plus de business, c'est-à-dire à travailler plus sur des demandes de clients, à être en relation avec des clients qui payaient parce qu'il fallait, il fallait bien vivre. Et je me suis dit, mais comment je vais maintenir en même temps la continuité du développement open source? Et c'est là qu'en fait j'ai rencontré Vincent Massol, qui nous a rejoint, et il avait déjà de l'expérience dans la gestion de communautés open source de façon bénévole. Il avait travaillé sur des projets Cactus dans le domaine des tests unitaires, sur Maven aussi. Et en fait, lui, il était intéressé par passer de quelqu'un qui faisait de l'open source de façon bénévole à quelqu'un qui en fait son métier. Et j'ai trouvé qu'il avait le profil idéal pour être justement une vraie relation entre la société qui a un objectif commercial et de l'autre côté une communauté qui soit ouverte, libre et qui travaille en bonne intelligence avec toute personne qui souhaiterait contribuer au logiciel de façon équilibrée. Et donc c'est Vincent Massol qui gère notre communauté chez XWiki, et donc on a depuis continué à faire tout en mode ouvert. Chez Spago BI aussi, la communauté c'est important, il y a un gestionnaire quelqu'un qui gère ça? Oui, c'est très important, et je continue mon discours précédent pour dire qu'après cette première phase d'intégration, on a fait deux choix très importants. Un, c'est de choisir une communauté disons proche à notre vision, à notre approche, et on est rentré dans la communauté OW2, à l'époque encore Object Web, qui vraiment nous permet de créer un vrai écosystème métier, et qui nous permet aussi de gérer tous les aspects de distribution du logiciel, le Forge, etc. Et aussi de garantir une vraie indépendance, parce que le produit Spago BI n'est pas téléchargé par le site de l'éditeur engineering, mais par le site d'un consortium qui est tierce, comme OW2. Ça, c'est très important au niveau de la transparence et de l'indépendance. Et après, on a commencé à alimenter cette communauté, surtout pour faire évoluer les produits avec des solutions propres. Donc, après une première phase d'intégration, on a commencé vraiment un développement de solutions propres en utilisant une communauté qui est une communauté un peu, je dirais, encore particulière, qui se compose essentiellement de l'éditeur, des partenaires, et des clientes et même. C'est toute une communauté qui va partager des besoins et des réponses. Et donc pour nous, c'est aussi important d'avoir une contribution d'idées, de besoins et bien sûr de soutenance pour pouvoir les réaliser, comme de contributions de type logiciel traditionnel. Les clients aussi jouent un rôle important chez XWiki dans la contribution, au moins en termes d'idées, ou voire peut-être de code? Alors ça dépend, plusieurs façons. Une chose qui a été assez naturelle et peut-être plus naturelle pour nos clients, c'était du fait qu'on était open source, c'était plus naturel pour eux de payer une fonctionnalité. Donc on a un bon nombre de clients qui ont financé le développement de nouvelles fonctionnalités avec un accord mutuel que cette fonctionnalité serait intégrée dans le produit et mis dans le cœur. Donc ça, c'est un élément important. Je pense que si on n'avait pas été open source, les clients auraient trouvé beaucoup plus problématique le fait de payer pour une fonctionnalité qu'on leur revendrait plus tard dans les upgrades. Tout à fait, et ça a contribué de façon significative à l'amélioration du logiciel, et ça continue de contribuer au logiciel. C'est-à-dire que dans le cadre de nos projets, on a des accords avec nos clients que tout ce qui est LGPL va être remis en LGPL. Donc toute amélioration au produit directement sur le produit va être mis en LGPL. Si ce sont des modules séparés, là on définit un accord. Est-ce que ce module il est à eux ou est-ce qu'il est open source? Et le plus souvent, ils acceptent que le module soit mis en open source quand c'est des modules génériques et qui n'ont pas de sens métier par rapport à leur business à eux particulièrement. Et donc, on a aussi eu des cas, on a aidé une association, Curiki, à développer en fait un site curiki.org basé sur XWiki, mais qui l'étend significativement, c'est-à-dire sur lequel il y a eu une R&D significative par-dessus curiki.org. Et ce logiciel lui-même a été mis en open source. D'accord. Donc, en fait, c'est devenu, c'est pas un fork, c'est une
une surcouche et qui elle-même contribue au cœur et rajoute des modules et on se partage des modules, etc. Et donc ça aussi, ça a eu des effets significatifs sur la base de code d'XWiki. Et au début, on a travaillé avec eux et eux, ils continuent à travailler aussi de leur côté. Ils ont des développeurs, donc ils contribuent aussi au logiciel. Finalement, on voit que l'utilisateur, il a un rôle central, je dirais, dans le développement, l'évolution des outils open source. C'est un peu peut-être vers ça qu'il faut tendre, faire en sorte que l'utilisateur finance davantage le développement des logiciels open source. C'est pas forcément quelque chose qui est très naturel chez lui, payer pour... Alors, nous, alors c'est plus facile de payer pour une nouvelle fonctionnalité. Ça n'existe pas. Il faut payer. Voilà. C'est naturel. Un client, ça n'existe pas. Pour lui, il va regarder s'il peut le payer ou s'il peut pas. Ou sinon, il dit je peux pas. Il peut Alors éventuellement je fais pas. se mutualiser avec d'autres Voilà. clients. Il peut y avoir J'estime que ça n'a pas de valeur. une sorte de place de main. C'est compliqué la Ouais. mutualisation. On a essayé un petit peu et c'est toujours compliqué parce que le temps de se mettre d'accord tout le monde, c'est assez complexe. Mais c'est naturel de payer pour quelque chose de nouveau. C'est parfois plus compliqué de payer pour du support. Il y a des clients qui ont le sentiment que finalement le logiciel marche bien. Et alors ce qui est difficile, c'est de payer pour du support sur un logiciel qui marche bien. Ouais, ça c'est pénible, c'est vrai. C'est compliqué, on se dit mais pourquoi je paye, il est gratuit, etc. Et donc moi je dois expliquer régulièrement à nos clients que s'ils attendent de moi que je divise par 5 le prix du support pour qu'il soit au niveau du temps de travail De l'équipe, effectif à les supporter, ça sera pas bon pour eux parce que si je fais ça, ça veut dire que j'ai aucun intérêt à améliorer le logiciel et à le rendre bon. Il faudra que je génère du travail pour que je reçois des sous et que le coût du développement du logiciel il est non négligeable. Donc ça demande de l'expliquer. Une fois qu'on l'explique, c'est mieux compris. Niveau de support, ça passe bien aussi chez Spago BI ou les gens aussi rechignent un peu? J'ai une expérience tout à fait similaire à celle de Ludovic. Vraiment, on a réussi à avoir les clients payés pour développer de nouvelles fonctionnalités. C'est difficile à les mutualiser, mais on arrive à gérer parfois des processus incrémentaux. Donc, on a par exemple une fonctionnalité qui est très grande. Alors, on commence par réaliser une partie qui sert à un certain client. Après, les autres clients qui voient qu'il y a eu une amélioration. Et donc, c'est un facteur d'imitation qui se déclenche et qui permet de poursuivre, de réaliser la totalité des fonctionnalités. Et au niveau du support, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile de le faire comprendre. Nous avons essayé de créer un modèle le plus simple possible qui est basé sur les moteurs utilisés, donc avec indépendance du nombre d'utilisateurs, nombre de CPU, etc. Mais ça arrive toujours avec une très grande difficulté à faire comprendre. Mais conformément à notre approche, à notre vision, c'est encore un bon équilibre. C'est vrai qu'avoir des contrats de support de maintenance régulière donnera aussi la possibilité d'investir sur le produit d'une façon plus relaxante. En fait, quand c'est expliqué, les gens ils comprennent bien qu'il faut bien que vous payiez vos développeurs qui travaillent au jour le jour et qui ne peuvent pas juste payer le gars qui répond au téléphone quand il y a un problème. Et que c'est clair que le développeur, il ne va pas être payé par ce coup de fil qui va être réalisé. Donc ils le comprennent. Par contre, c'est sûr que quand on se dit on pourrait ne pas payer, c'est toujours complexe. Et il y a toujours un directeur financier qui dit si on peut ne pas payer, pourquoi on ne paye pas? Pourquoi on ne paierait pas? Et autrement, je suis 100% d'accord, l'aspect incrémental, ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est peut-être le premier qu'il est plus difficile à faire payer parce que lui, il part de zéro et il a l'impression que la montagne est très élevée. Et parfois, justement, c'est là où nous, on fait un petit effort. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on lui fait pas payer le prix total. On lui fait pas payer le prix total au premier. On va travailler quasiment à perte sur le premier parce que on sait que le second, lui, il va voir juste l'incrément et ça va être beaucoup plus naturel pour lui de payer l'incrément parce qu'il voit déjà la fonctionnalité qui fonctionne. Il se dit cette fonctionnalité est intéressante et il visualise mieux. Alors que celui qui part de zéro, il a du mal à visualiser ce que ça va être et il a peur en fait. Il a une certaine peur de l'inconnu et c'est plus difficile. Demain, votre rôle d'éditeur, vous le voyez évoluer comment? On reste sur des modèles existants? Vous avez des idées un petit peu justement pour aider au financement ou quelles approches vous avez un peu imaginées pour le futur?
Non, bon, essentiellement, je vois que le modèle qu'on a mis en place, c'est valide, ça fonctionne. C'est sûr que comme le produit doit toujours évoluer pour faire face à l'innovation technologique, mais surtout à les nouvelles demandes par les clients. Dans notre cas, par exemple, en tout ce qui est mobilité, big data, analyse en mémoire, etc. Donc, ce sont des aspects qui touchent les processus clients, qui touchent l'intérêt des clients. Donc, on croit qu'on a la possibilité de créer une synergie entre la roadmap du produit et les besoins des clients. Et donc, à notre avis, c'est un modèle qui a encore une raison d'être et disons, un espoir une pérennité certaine. Une pérennité à long terme. Très bien. Ouais, de notre côté, en fait, moi je suis assez confiant. Je pense que c'est surtout une histoire de volume, en fait. Le challenge auquel est confronté l'éditeur open source et en fait en réalité tout petit éditeur, c'est qu'en fait il doit financer une R&D qui est finalement assez importante au départ d'un nombre de clients qui est faible. Mais quand le nombre de clients augmente, vous doublez le nombre de clients, vous pouvez doubler votre R&D ou diviser par 2 le besoin de financement de cette R&D par client. Et donc moi ce que je dis souvent à mes clients quand je leur présente, quand je viens en concurrence avec eux, c'est que je leur dis regardez, on arrive déjà aujourd'hui à vous faire une offre financière qui soit concurrentielle face au premier éditeur du monde. C'est-à-dire qui vous fait des prix qui ne sont pas mieux que les nôtres. Et pourtant lui, il amortit sa R&D sur des milliers de clients. Nous, on l'amortit aujourd'hui sur des centaines. Imaginez quand on l'amortira, et quand je dis milliers, c'est plutôt des dizaines de milliers de clients sur lesquels ils amortissent la R&D. Donc imaginez le jour où nous, on amortira notre R&D sur 1000 clients. Si on est déjà capable d'être rentable et à faire des produits qui sont techniquement concurrentiels, alors qu'on a un financement par client qui est 100 fois plus élevé. Nous, on a un besoin de financement. Le rapport, il est de 100 fois. Quand il passera à 10, il n'y aura aucun problème. Donc, et on pourra baisser le prix, régler ce problème du coût du support qui peut paraître élevé par rapport à la quantité de travail. Parce que évidemment, si vous prenez votre R&D, vous la divisez par 100 clients, c'est pas la même chose que si vous la divisez par 1000. Le ratio, il est 10 fois. L'autre élément, c'est qu'on pourra aussi, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, aussi segmenter un peu plus le produit. C'est-à-dire, il y a le cœur et ensuite il y a les applications et les modules. Et on pourra faire des contrats de support qui incluent que le cœur avec un coût beaucoup plus bas et ensuite par module. Aujourd'hui, nous, on ne pouvait pas encore trop faire ça pour des raisons de concurrence, justement. C'est que comme la couverture concurrentielle, la couverture fonctionnelle des grands éditeurs propriétaires est très large, en fait, c'est toujours compliqué de segmenter au contrat de support et de segmenter votre offre. Très bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour cet éclairage sur comment on peut effectivement aujourd'hui construire du logiciel libre quand on est éditeur. Merci beaucoup, bonne fin de salon et puis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.